soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Michel Boujna pour son spectacle Enfin libre du 9 au 20 mars 2010. Il sera à l'Olympia, mardi, samedi à 20h30, dimanche 17h et après tournée dans toute la France. Michel Boujna, bonsoir. Bonjour. Alors, je vais sortir un petit document personnel qu'on m'a donné à l'entrée du spectacle quand je suis allé le voir. C'est la recette des boulettes de ma mère. Bon, inutile de la faire, mais quand je vous ai parlé de ça, je vous ai dit, bon, je ne vais pas vous faire les boulettes. Vous m'avez dit, ça vaut mieux parce que je commence à en avoir assez. Dans les émissions où on fait les boulettes, c'est réducteur. C'est ce que vous m'avez dit. Mais alors, on se demande, parce que dans le spectacle, il y a le mur de boulettes. On se demande si ce mur de boulettes, c'est pas l'idée de ce mur de malentendu entre Michel Boujna et le public. C'est-à-dire, est-ce que Michel Boujna ne voudrait pas être vu autrement que ce pourquoi il est aimé par le public? Non, c'est pas ça. Avec le public, il n'y a aucun problème. Avec le public qui est dans la salle, il n'y a aucun problème. Mais pour ceux qui viennent voir le spectacle, pour ceux qui sont venus dans le passé voir mes spectacles, eux savent que mon univers n'est pas réduit à ça. Mais les gens des médias et les journalistes qui ont toujours besoin de réduire tout de plus en plus aujourd'hui, alors eux, ils n'ont pris que ça. Ils n'ont pas entendu le reste. Alors ce spectacle, on va donc Enfin libre, on va en voir un extrait et je préviens le public, il va avoir une petite surprise. Regardez. Je suis libre! C'est ce que je veux! Arrête la musique, arrête! Ça va les fatiguer dès le départ. En plus, il y en a qui crient là-bas, ça me fait peur. C'est possible ça, je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai plus d'entrave, plus de menottes, plus d'hypocrisie, plus d'entrave, plus rien. Regardez. Par exemple, j'ai voulu avoir de la musique orientale au début, j'ai eu. Je veux autre chose, j'ai autre chose, mais autre chose. Ah oui, j'adore. C'est Vivaldi, j'adore. C'est l'été, c'est un truc qu'on n'a pas en France. Attends, ça va démarrer. Oui, oh oui, j'adore Vivaldi. Plus fort. Oh oui, j'adore. Hey, mais les deux. Mélange les deux, mélange. Oh oui, j'adore le mélange. J'aime tellement le mélange que j'aimerais qu'on se mélange tous ensemble. Oui, on fait une ratatouille. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce spectacle? D'abord, l'envie d'être libre, d'être sans entrave, mais il y a un problème, c'est que les bouts de boule rappliquent. Oui, toujours. Ah oui, on ne peut pas s'en débarrasser, quoi. Non, mais les bouts de boule, c'est pas... Non. Je veux dire, être libre, c'est pas dire c'est fini avec les Juifs tunisiens ou la Tunisie. Être libre, c'est parler aujourd'hui comme je ressens les choses. Les bouts de boule, ils font partie de mon univers. C'est comme un instrument de musique, c'est mon saxophone ou ma guitare. Mais je leur fais dire, je leur fais vivre des choses que je n'osais pas leur faire vivre avant et que je ne pouvais pas leur faire vivre avant. Avant, les bouts de boule me dominaient. Aujourd'hui, c'est moi qui domine les bouts de boule. C'est moi qui m'en sers comme de partenaire à qui j'ai écrit des textes. Alors dans ce spectacle, il y a aussi l'actualité. Notre président est là, notre président est présent, il est même triplement présent, j'allais dire. Oui, la blague, c'est de dire que comme le président est partout en même temps, qui délègue rien, qui veut tout gérer, je dis que je pense que la plomberie, c'est lui aussi qui se la tape à l'Élysée. Et je pense qu'il y a une arnaque là-dessus, je pense qu'il n'est pas tout seul, je pense que c'est des triplés. Voilà. Nico, Nicolo, Nicolas. Et qu'en même temps, si c'est des triplés, il y en a une qui est très contente, vraisemblablement. Mais je tape sur le Parti Socialiste aussi. Oh là, sur le Parti Socialiste, ça semble vous désespérer d'ailleurs même. Moi, j'ai vu des militants du Parti Socialiste pleurer. Et je ne l'ai pas oublié. Voilà. Des gosses de 20 ans, 22 ans qui étaient super malheureux parce que qui étaient des militants sincères et qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Et ça m'a beaucoup touché. Voilà, parce que j'ai un passé de militant d'extrême gauche et disons que je suis plutôt un homme de gauche. Donc voilà, ça m'a fait. D'ailleurs, vous ne chargez pas, c'est juste. Non, parce que je parle d'une vraie blessure. J'ai pas un discours idéologique. Moi, je ne suis pas un humoriste politique. Le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui parlent de la politique parce que c'est la mode, parce qu'il y a une collusion entre le discours
entre la position des artistes et la position politique. On voit des types qui ne connaissent rien à rien et qui parlent de tout et de n'importe quoi, sous prétexte, un, qu'on leur a demandé, et deux, que c'est des hommes ou des femmes publiques. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à jouer seul et que les médias se sont emparés de mon travail, moi j'étais d'abord super content. Hein. Le théâtre, il était complet. C'était la première fois de ma vie que j'avais complet au théâtre. Moi, le plus beau mot de langue française, c'est complet, hein, pour moi. J'étais tellement heureux que ce soit complet que je ne me rendais pas compte de l'effet pervers des médias derrière. Je pensais qu'à une seule chose, c'est remplir mon théâtre. Alors quand on me disait d'aller faire des conneries à la télé et de répondre à des abrutis, parce que c'était des abrutis, il y en a encore beaucoup. Comme il y a beaucoup de chaînes maintenant, il y a beaucoup plus d'abrutis. Je m'en foutais, je me disais, je pensais à mon théâtre. Je ne me rendais pas compte qu'un spectacle se joue 400 fois au maximum, et que dans mon cas, quand un spectacle fait 450 000 spectateurs, c'est énorme, d'accord? Et que quand je passe à la télé, pendant 2 minutes dans une émission, il y a peut-être 1 800 000 ou 2 millions de gens qui me voient, et que c'est sur ça qu'ils vont me juger. C'est pas sur mon travail, c'est sur ce que je suis obligé de faire pour qu'ils viennent voir mon travail. Putain, j'en peux plus. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais, sans déconner. Il y a même des émissions de télévision qui disent « on voudrait bien inviter un tel, mais on vous prévient, on ne fait pas de promo ». Mais qu'ils aillent chez leur mère, ceux-là. Ouais. Qu'ils aillent chez leur mère. Parce que nous, quand on fait de la télévision, nous, on n'est pas payé. On vient. Et en plus, on nous dit « il ne faut pas parler de votre boulot ». C'est pas le cas ici. Non, non, pas du tout. Non, non. Mais j'en parle d'autant librement que vous êtes un des rares. Il y a, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a Drucker, il y a vous, il y en a quelques-uns qui viennent voir les spectacles, qui connaissent les artistes qu'ils reçoivent, qui s'intéressent à ce qu'on est. Et c'est pour ça que je vous parle ouvertement. Voilà, je suis très violent. Alors, donc, ce punching ball pour matérialiser un sujet d'actualité sur lequel vous avez eu envie de revenir pour pousser un petit coup de gueule, quoi, quelque chose. Un coup de gueule, non. Une inquiétude, oui. L'histoire d'Haïti, là où je suis super inquiet aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'argent, c'est sûr. Il y a énormément de douleur, c'est sûr aussi. Mais ce qui m'inquiète, c'est que Haïti est un tout petit endroit qui vit dans la corruption depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ce qui m'inquiète, c'est quel est le régime politique qui va sortir de ce tremblement de terre, de ce pays qui a été détruit. Est-ce que la corruption va continuer? Est-ce que cet argent qui est récolté dans le monde entier aujourd'hui pour Haïti va aller dans la poche de certaines personnes et d'une caste? Ou est-ce qu'il va servir à une vraie reconstruction du pays et à la naissance d'un régime, disons, on va dire, en étant lucide, moins corrompu? Ouais. Est-ce que vous avez envie, quand les choses seront possibles, d'y aller? Une rencontre Michel Boujna? Oui, pourquoi pas. Il y a plein d'endroits où j'aimerais aller. Oui. J'ai plus de raisons affectives d'aller aujourd'hui travailler avec les médecins et palestiniens et israéliens qui, tous les jours, font des cabinets au bord de la route pour soigner... parce qu'il y a des médecins israéliens qui traversent les checkpoints pour aller soigner les Palestiniens et ils ont des liens avec des médecins palestiniens. Enfin bon, j'aurais plus de raisons historiques puisque j'ai des amis qui s'appellent Boujna comme moi, qui ont la même orthographe et qui sont musulmans. Et moi, je suis juif parce que je suis né dans un pays où les juifs et les musulmans vivaient dans une fraternité incroyable. Et donc, j'aurais plus de raisons d'aller là et de continuer à me battre pour la paix, même si ça paraît par moments tout à fait dérisoire. Voilà. C'est juste pour offrir ce silence. Ah oui, je peux dire fermez vos gueules, c'est pareil. Oui, bah non, ça fait pas le même effet, la preuve. Voilà. Où est-ce que ça fait fermez vos gueules? Bon alors, ce sifflet, c'est l'occasion pour nous de déterrer une critique pour Emma, parce qu'on est tant qu'à faire. C'est quoi comme journal? Chronique Art, magazine culturel connecté, mensuel. À l'intérieur, une critique à propos des 3 amis. Ah, mon deuxième film? Deuxième film. Oh, bah allez-y, vous pouvez y aller. Donc c'est une critique de Jean-Philippe Tessé de août 2007. Je lis, et après vous réagissez si vous le souhaitez. Michel Boujna fait des films, oui, et 3 amis est son 2e long métrage après Père et Fils en 2003. Il a embauché 2 de ses plus insupportables acteurs français du moment, Mathilde Seigné et Pascal Elbé, et il leur a adjoint pour former un trio, le prochain membre de ce club, Cadmerade. Pas de chance. Ces 3-là sont 3 amis, tout le temps fourrés ensemble. César,
Baptiste et Claire, jusqu'au jour où Baptiste se marie et se fâche naturellement avec les deux autres 93 minutes durant. Deuxième paragraphe. Voilà, jusque-là. Je ne suis pas d'accord juste sur l'attaque personnelle sur Mathilde Seigné et Oui, Pascal et Elbé et Fabien. Cadmerade. Mais bon, Voilà. alors, je m'en tape. Voilà. Moi, je continue, faites... voilà. Certes, parlons du scénario, puisque de mise en scène, il n'y a pas. Rien qu'un triste aplat téléfilmesque amorphe et chiant. Le titre du film hurle la sympatocherie. Le récit dégouline de gentillesse. Et même quand les gens là veulent faire du dur, du drame, du cruel, ils vendent imparablement la même mollesse, la même bravoure, un peu canine, le même bon fond. Boudjena filme le tout en plan aérien, bas. C'est poétique. Voilà. Ça, c'était donc monsieur Jean-Philippe Tessé dans Chronica. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas tout à fait content de mon deuxième film. Donc, je vais dire que c'est un peu normal qu'il le déchire. Parce que Pas content, quoi. il est beaucoup plus tendre que moi sur le film. Oui. Vous savez ce que je pense des critiques? Un truc très simple et de mauvaise foi absolue. Quand le type, il dit que c'est bien ce que je fais et que je suis un génie et que c'est formidable, je trouve que le type est extrêmement intelligent. Quand il dit que ce que je fais, c'est pas bien, je pense que c'est un abruti. Donc, Voilà. comme ça, c'est réglé. Voilà. Vous voyez, je suis d'une mauvaise foi absolue. Michel Boujna, dans le cadre de notre séquence vidéo intime, je vais vous demander de nous parler, si vous le souhaitez, de Philippe Noiret. On voulait avec Pascal absolument... lui aussi voulait absolument jouer. Bon. Donc il nous a dit « Ah, j'ai rien dans votre film, c'est pas gentil. » Bon, on a dit « Philippe, on va vous trouver quelque chose. » On a écrit ça pour lui. Et puis entre le moment où on l'a écrit et le moment où on allait tourner, hélas, la maladie avait gagné du terrain. Moi j'ai été le voir en disant « Philippe, si vous voulez pas tourner, c'est pas un problème. » Il m'a dit « Je veux tourner. » Il était dans un état, je vous jure, il n'a pas répété. Sur le plateau, il n'a pas répété. C'est moi qui prenais les places, je répétais à sa place, il ne se levait qu'entre moteur et coupé. On n'a fait que 2 prises à chaque fois, il ne pouvait pas plus. Mais il voulait. Ouais. Et j'en avais rien à foutre de rien du reste. Moi, je ne pouvais pas refuser à cet homme-là ce bonheur-là que de jouer la comédie, même 5 minutes, encore une fois. Quand il est parti du plateau, la scène, c'était la scène qu'on tournait à ce moment-là. Pascal Elbé restait comme ça, la caméra était là, Pascal restait comme ça, et Philippe partait. Et on l'avait de dos. J'aurais pu couper 10 fois. Et je disais au cadreur, non, tu le gardes dans le champ, parce que je savais qu'il allait se passer quelque chose. C'est la dernière fois qu'il allait entendre couper au cinéma de toute sa vie. Il n'est pas resté sur le plateau. Il est sorti du décor, il est monté dans sa voiture, et il est parti. Et il est rentré chez lui. Et bon, il y a des moments donnés où la vie, c'est beaucoup plus important que le cinéma. Il y a des moments donnés où la vie, c'est plus important que les spectacles, que tout le reste. Ce moment-là, il était important. Voilà. Le reste, comme je dis souvent en ce moment, on s'en tape.